Donc maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Le programme de ce matin. Donc effectivement, on va retrouver 6 points. La première, effectivement, on va parler de la différence entre digital et numérique. On va parler aussi de tout simplement la transformation numérique. Pourquoi faire? Les 5 piliers d'une transformation numérique réussie. Piloter la digitalisation de son entreprise et les erreurs à ne pas commettre. Et on finira par une présentation rapide de l'outil proposé par les chambres de commerce et d'industrie qui s'appelle DigiPilote. Allez, rentrons dans le vif du sujet, la différence entre digital et numérique. On utilise les deux mots, on les utilise de manière différente. Et vous allez voir qu'en fait, digital et numérique, c'est avant tout une problématique anglais et français. Effectivement, le terme numérique, c'est le terme qui est bien français, et digital, c'est plutôt un terme qui est plutôt d'origine anglo-saxonne. Alors, c'est vrai que de plus en plus, dans le vocabulaire du marketing, on utilise de plus en plus le mot digital. Par contre, il y a une phrase, une interprétation d'un docteur en sciences de communication et de langage qui s'appelle Anthony Maté, qui me plaît bien, qui dit que le numérique renvoie plutôt à la technologie, celle qui est manipulée par les ingénieurs, tandis que le digital touche aux pratiques des utilisateurs. Alors ça, c'est son interprétation, mais j'avoue que je suis assez d'accord avec lui, avec cette logique effectivement du numérique qui est plutôt une logique technologique et digitale, plutôt la logique de pratique et de stratégie. Donc vous verrez effectivement que j'ai principalement utilisé le mot digital quand je vais être dans la partie stratégique ou dans la partie pratique. Donc ça, c'était la petite aparté. Maintenant, on va rentrer dans l'autre côté, finalement, une transformation digitale. Pourquoi faire? Alors, une petite définition de la transformation digitale. La transformation digitale, parfois appelée transformation numérique, comme on l'a vu tout à l'heure, désigne le processus qui consiste pour une organisation à intégrer pleinement les technologies digitales dans l'ensemble de ses activités dans le but d'atteindre certains objectifs commerciaux stratégiques. Alors, l'idée, effectivement, c'est d'intégrer le digital au sein de tous les process de l'entreprise afin vraiment de le rendre support de tout ça et de pouvoir optimiser tout ce qui va se passer à l'intérieur de l'entreprise. C'est un process qui est vaste et complexe et qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, implique une mutation profonde de l'entreprise, autant dans sa culture que dans ses processus internes. Parce que si on met en place un process de transformation digitale, on va automatiquement impacter l'organisation de l'entreprise. On le verra tout à l'heure. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que si on part sur une logique de transformation digitale, ce n'est pas pour se faire plaisir, mais c'est avant tout pour anticiper les changements, répondre aux besoins futurs et surtout être beaucoup plus efficient. Alors, qu'est-ce que c'est les enjeux de la transformation digitale pour l'entreprise? Pour moi, il y en a 8. Ils ne sont pas automatiquement dans l'ordre, vous les mettrez un peu dans l'ordre que vous voulez. Mais le premier, c'est effectivement améliorer la collaboration entre les équipes. Déjà, cette idée de se dire que le digital, c'est un lien entre les divers services et entre les diverses personnes. Contrairement des fois aux idées reçues, ce n'est pas quelque chose qui met automatiquement les gens dans leur bulle, c'est quelque chose qui peut être un vrai outil de cohésion et de collaboration. 2, c'est un outil pour optimiser ses processus et sa production. L'idée, c'est effectivement rajouter le digital au niveau de l'automatisation pour peut-être permettre de produire mieux, de produire plus et peut-être de remettre l'humain sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. 3, c'est aussi une logique de maîtriser ses coûts. C'est une logique aussi de dire j'investis pour finalement être plus efficace et augmenter mes marges. 4, c'est l'automatisation des tâches les plus répétitives. C'est la vraie question qui a à se poser là-dessus, c'est se dire à un moment donné, mon salarié, est-ce que c'est bien que je le fasse travailler automatiquement sur des tâches répétitives? Est-ce qu'il n'y a pas une notion d'automatisation pour lui le mettre sur des tâches à plus forte valeur ajoutée et donc travailler un petit peu plus sur cette logique-là d'automatisation, de simplification. 5, l'amélioration de l'exploitation des données et des connaissances.
Aujourd'hui, toutes les entreprises ont énormément de données, mais elles sont très rarement correctement exploitées. On a pendant des années et des années récupéré des données qu'on a stockées en se disant qu'en cas que on allait faire quelque chose avec, et au final, très souvent, elles sont peu, pas ou mal exploitées. Et aujourd'hui, la mise en place d'une transformation digitale, c'est beaucoup plus dans cet esprit de vouloir mieux utiliser ces données pour pouvoir être beaucoup plus efficient, mieux connaître ses clients et mieux aborder ses prospects et donc mieux travailler sur son parcours client. 6, c'est aussi la logique d'être plus agile. Donc, c'est cette logique, en fait, d'avoir une structure qui est capable de se réorienter, capable de se mettre en œuvre beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement. Et de savoir se remettre en cause aussi. La notion d'agilité, c'est aussi une logique de remise en cause de son modèle et de savoir très facilement repartir de l'autre côté si c'est nécessaire. 7, c'est développer la visibilité de l'entreprise. On se rend bien compte que dans ces temps un peu particuliers, avoir une stratégie de communication numérique efficace permet d'être visible et de garder du contact et du lien avec ses clients et prospects. Et enfin, le dernier point qui est pour moi le plus important, c'est d'être en phase avec les attentes des clients. Très clairement, il ne faut jamais oublier que l'arbitre de paix, peu importe le marché sur lequel on est, c'est le client. Si le client désire qu'on aille dans un sens, on est obligé de le suivre au risque de le perdre. Donc, l'idée, l'enjeu de la transformation digitale, c'est avant tout d'être en face avec les attentes des clients et de pouvoir leur proposer les services à valeur ajoutée qu'ils attendent. Merci Philippe pour le côté digital. Effectivement, digital, c'est en rapport avec les doigts, sauf qu'effectivement, en anglo-saxon, c'est plutôt rapport avec un truc qui s'appelle digit, un mot qui s'appelle digit, qui est plutôt lié au numérique. Mais oui, effectivement, digital avec les doigts, ça marche aussi, mais ce n'est pas le sens originel. Pourquoi entamer la transformation digitale de l'entreprise ? Premier point, innover pour assurer la croissance. Alors, l'innovation n'est pas automatiquement une innovation technique. Beaucoup d'entreprises pensent que l'innovation est en rapport avec le côté je vais inventer un truc nouveau, ainsi de suite. L'innovation peut être aussi au niveau du process, au niveau des services, au niveau de la valeur ajoutée que l'on peut mettre en place. Donc, effectivement, c'est innover dans ses services, ses process, sa production, et pourquoi pas ses produits, pour assurer la croissance. C'est rester compétitif et rester rentable. On le voit bien avec tout ce qui se passe, l'objectif, ça va être vraiment que l'entreprise maintienne ses marges, maintienne ses coûts et soit toujours rentable. C'est assurer la sécurité et la confidentialité. On en reparlera tout à l'heure, mais par rapport à la sécurité des données et au RGPD, on a des obligations complémentaires face à ses clients, ses prospects et ses salariés. Donc, aujourd'hui, effectivement, rentrer dans un cursus de transformation digitale, c'est aussi la notion de rentrer dans une démarche de sécurité informatique forte. C'est aussi préparer la transmission de l'entreprise. On le voit de plus en plus aujourd'hui, on peut estimer qu'une entreprise qui n'a pas mis en place le minimum de digital au sein de sa structure, elle peut perdre de la valeur parce que le repreneur va être obligé de mettre quelque chose en place. Et au contraire, une entreprise qui aura mis une stratégie digitale et une transformation digitale pertinente au sein de l'entreprise, ça peut être une plus-value. Donc aujourd'hui, on voit bien que c'est un vrai sujet au niveau de la transmission d'entreprise, dans le bon ou dans le mauvais. C'est aussi le fait d'avoir une bonne marque employeur. C'est quelque chose dont on parle de plus en plus. Aujourd'hui, diffuser une offre d'emploi, c'est une chose, mais faire en sorte que les gens aient envie de travailler chez soi, c'en est une autre. Et il y a une vraie logique de séduire les futurs salariés avec une démarche de marque employeur. C'est toute cette démarche, en gros, où on va considérer le futur salarié comme un client,
et sur lequel on va le mettre dans un processus, dans un parcours limite d'achat pour l'inviter à venir travailler pour nous, ou du moins aller voir l'offre et essayer d'attirer les profils les plus pertinents. Et enfin, et c'est un sujet très important, c'est préserver et développer les compétences. Dans la logique aujourd'hui de se dire que la transformation digitale, c'est avant tout de l'humain. Et on ne pourra pas réussir sa transformation digitale si l'humain ne monte pas en compétences. Ce qui veut dire effectivement la logique de développer les compétences en interne pour pouvoir soit mieux piloter les prestataires, soit aujourd'hui développer du contenu numérique ou des applications numériques au sein de l'entreprise. Alors, on pourrait se poser la question de ce qu'en pensent les chefs d'entreprise. Aujourd'hui, pour 76% d'entre eux, la transfo digitale, c'est un sujet stratégique. Ils le savent. Pour 77% d'entre eux, le principal obstacle à la transformation digitale, c'est effectivement le manque de compétences ou le manque de montée en compétences des cadres et des salariés. Pour 83% d'entre eux, c'est la peur de la conduite du changement et de la réorganisation qui conduit à la transformation digitale. Ça, c'est le principal problème. C'est dans le cadre d'une transformation digitale, on va être obligé finalement de réadapter son modèle et de casser certaines organisations. Et donc d'avoir une logique de conduite du changement de cette entreprise qui va être assez forte. Et on le voit bien, c'est un des freins principaux des entreprises. Et aujourd'hui, c'est même pour certaines le sujet principal pour lequel elles n'y vont pas. Pour 57% des dirigeants, ils attendent de la croissance de chiffre d'affaires en investissement dans le digital. Et 80% d'entre eux pensent qu'il faut se digitaliser pour pouvoir innover. Donc aujourd'hui, si on fait un constat rapide, tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut y aller à la digitalisation, mais aujourd'hui, il y a encore des freins qui font que pour beaucoup, ils n'ont pas passé le cap d'une vraie transformation digitale. Alors finalement, en quoi ça consiste une transformation digitale ? Ça consiste tout d'abord à une redéfinition de son organisation, que l'on soit une TPE, une collectivité ou un grand groupe. Ça veut dire qu'on va être obligé de revoir certains silos dans lesquels certains services sont pour essayer d'être beaucoup plus transverse, d'avoir un circuit décisionnaire plus souple et une organisation qui va plus coller au process de l'entreprise et avec une logique de digitalisation qui va simplifier les choses. Du coup, effectivement, c'est une révision des modèles économiques existants. Et c'est aussi l'occasion d'en expérimenter de nouveaux, d'où aussi l'effet de réorganisation. C'est automatiquement c'est aussi une montée en compétence effectivement des collaborateurs et l'acculturation. L'acculturation aujourd'hui, c'est important. C'est le fait que les collaborateurs soient, alors je reviens, que ce soit salariés, cadres, dirigeants, qu'ils aient une connaissance, une culture générale du digital. Et ensuite, à partir de là, monter en compétence là-dessus. Et internaliser les compétences qui sont nécessaires et, à un moment donné, externaliser celles qui ne le sont pas, parce que ce n'est pas toujours pertinent d'avoir toutes les compétences. Bien sûr, c'est l'analyse des attentes et des besoins futurs des clients, c'est-à-dire aussi anticiper sur les attentes clients. Et bien, en support, c'est la mise en place d'un ensemble de solutions numériques accompagnées de nouvelles méthodes et de processus pour aller plus loin et pouvoir justement automatiser, récupérer les données dont on a besoin et simplifier les échanges entre collaborateurs. Alors, vous allez voir monsieur Romain Olivier, vous allez voir, je vais y répondre à cette question. Alors du coup, quelles sont les bonnes questions à se poser en termes simples ? Dois-je me réorganiser et quelle est la place réelle des nouveaux outils dans mon modèle économique ?
quelle sera la valeur de mes produits et services à l'ère du business digital dans mon activité, comment comprendre mon client dans ses besoins et m'améliorer, et quelle feuille de route opérationnelle immédiate pour profiter du digital. Ça, on en parlera tout à l'heure, mais la feuille de route, c'est important. C'est finalement un peu l'écrit qui va dire vers où on va et vers où on veut aller. Les étapes clés d'une transformation digitale réussie. Eh bien, pas de transformation digitale sans un engagement fort, la direction. Là, encore une fois, on est sur le principe de la pyramide qui dit que l'exemple doit venir du haut. Si la direction n'est pas engagée dans le digital, c'est-à-dire que si les décisionnaires ne sont pas engagés dans la démarche digitale, ça ne marchera jamais. Le deuxième point, c'est communiquer et collaborer. Et quand je dis communiquer et collaborer, c'est en interne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans la logique de traiter les collaborateurs comme des clients et de les engager dans la transformation digitale en les embarquant avec nous sans automatiquement les opposer. Parce qu'on sait très bien que dans la digitalisation et dans la mise en place de produits, on peut mettre la meilleure CRM du monde ou le meilleur outil du monde. Si les collaborateurs ne sont pas partants pour l'utiliser ou s'ils ne l'utilisent pas correctement, ça ne marchera pas. Donc aujourd'hui, il y a une vraie logique de communiquer, de collaborer et de mettre les collaborateurs au cœur de l'histoire et aussi de leur demander leur avis. Donc du coup, effectivement, une fois qu'on les a acculturés, qu'ils sont d'accord et qu'ils sont partie prenante, ça veut dire aussi acquérir de nouvelles compétences, avec la réflexion de se dire quelles sont les compétences dont j'ai réellement besoin, quelles sont celles que j'externaliserai, parce qu'on ne pourra pas tout internaliser. Ensuite, on a effectivement une logique d'identifier, comprendre et préparer le déploiement. Dans la logique de dire de quel outil on a besoin, qu'est-ce qu'on a besoin qu'il fasse et comment on va s'y prendre. Parce que souvent, avec l'expérience que j'ai, je me rends compte que les entreprises achètent d'abord un outil qui correspond vaguement à leurs besoins avant de se poser vraiment la question de qu'est-ce que j'ai besoin qu'il fasse et qu'est-ce que j'ai besoin qu'il ne fasse pas. Et ensuite de trouver l'outil qui correspond le plus à cette démarche-là. À aujourd'hui, sur 2 entreprises, on peut avoir qui font le même métier, 2 outils de CRM qui seront différents parce qu'on n'abordera pas, on n'aura pas les mêmes process en interne et on n'abordera pas la même logique commerciale. Donc aujourd'hui, c'est difficile de se dire je vais prendre le même produit que le voisin. Il faut vraiment se poser la question de qu'est-ce qui est adapté pour moi. Effectivement, au milieu de tout ça, vous allez voir ça, on y répondra tout à l'heure à cette question. C'est mettre en place sa feuille de route et ses objectifs, parce que finalement, c'est le cœur du système. Une fois qu'on a fait toute la démarche en amont, qu'on a placé sa feuille de route et ses objectifs, ben déjà, on y voit un peu plus clair. On continue du coup. L'autre côté, on met en place un processus de veille, parce que je pense qu'il est quand même très, très, très important d'être suivi de suivre des entreprises qui ont réussi leur transformation digitale ou de la concurrence pour se rendre compte un petit peu de ce qu'ils font et pouvoir être justement dans cette démarche de benchmarking permanent et d'agilité pour y voir plus clair. Ensuite, on va choisir ses outils et ses prestataires, parce qu'à un moment donné, ces prestataires, j'aime pas trop le mot prestataire, je préfère même dire partenaire à ce niveau-là. On va choisir ses partenaires, les gens avec qui on veut travailler, qui vont nous aider dans cette démarche de transformation. On va conduire le changement encore plus fort. Ça veut dire que là, avant, dans le communiquer et collaborer, on était sur la philosophie, la stratégie. Là, on est dans le dur, dans cette conduite de changement-là, préparer les gens, les rassurer, les préparer à un nouveau métier, une nouvelle utilisation, à des nouveaux process. On va déployer les solutions. Donc, on va mettre en place le nouveau CRM, le nouvel ERP, la nouvelle compta. Et ensuite, bien sûr, on va analyser et améliorer, un peu comme dans un système qualité. Mais vous verrez tout à l'heure, je vous en parlerai de la boucle d'amélioration qualité. Et si cela est nécessaire, à chaque étape, si on en a besoin, on peut se faire accompagner. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le confirme, l'humain, il est au cœur de la transformation digitale. Les collaborateurs sont le moteur de la transfo. Donc, elle peut s'accompagner effectivement de nombreuses craintes, d'incertitudes. Et donc, pour que ça se passe dans les meilleures conditions,
la direction de l'entreprise, elle doit offrir une vision à son équipe. Ça veut dire, à un moment donné, être capable de dire pourquoi on le fait, dans quel cadre on le fait, et avec le fait que, effectivement, c'est nécessaire pour l'avenir de l'entreprise, pour que les gens comprennent bien les enjeux. Les faire participer. Aujourd'hui, les gens ont des idées. Souvent, ils n'osent pas les dire. Et des fois, ils ont des idées qui sont très opérationnelles, très simples, mais du coup très efficaces. Donc, les faire participer, faire en sorte que ce soit un vrai projet d'entreprise. Aussi, créer une culture d'apprentissage. Cette logique de se dire que là, on apprend en permanence. Le numérique, le digital, c'est quelque chose qui n'arrête pas d'évoluer. Donc, on est dans une logique de veille, d'apprendre en permanence, de toujours s'améliorer. Et donc, du coup, de mettre une culture d'apprentissage en se disant, ben voilà, on va être dans une logique de formation tout au long de la vie, de mini-formation, ben, comme vous faites ce matin, finalement, cette logique de webinaire pour dire, ben voilà, je m'accorde 1 heure pour être en veille sur un sujet et essayer de mieux le comprendre. Écouter, rassurer et accompagner le changement. On l'a bien vu, le frein principal à la digitalisation, c'est l'accompagnement du changement. Donc, ça veut dire qu'il faut être très, très en veille là-dessus et rassurer les gens. L'autre idée, c'est prendre son temps. Parce que si on part sur une digitalisation à marche forcée, automatiquement, on n'est pas sûr d'embarquer tous les collaborateurs. Et très clairement, il faut qu'on réussisse à embarquer tous les collaborateurs pour pouvoir réussir sa transfo. Et le dernier point, qui peut paraître tout bête, mais qui est important, c'est donner le droit à l'erreur. Les gens ont le droit de se tromper. Parce que c'est nouveau, parce que c'est quelque chose qui n'était pas automatiquement dans leur mentalité, qui n'était pas quelque chose qui était dans leur process de travail. Donc, bien mettre en place ce droit à l'erreur pour faciliter le dialogue, faciliter les échanges et que les gens se disent qu'ils travaillent avec un filet. C'est important de les rassurer. Voilà pour la première partie. Alors là maintenant, on va parler des piliers de la transformation digitale parce qu'on a vu, on a vu effectivement un peu le pourquoi du comment, mais en fait là-dedans, on va retrouver 5 grands piliers. Si je reviens en arrière, c'est pas bien. Donc, le premier pilier, c'est la transformation de l'autre. En gros, c'est répondre aux attentes et être plus visible grâce au digital. Donc, comprendre et anticiper les attentes des clients et des prospects pour optimiser sa communication et la visibilité de l'entreprise. Donc, les thèmes qui sont liés à ce pilier, c'est la capacité d'innovation de l'entreprise, donc qui n'est pas automatiquement, comme je vous ai dit, une innovation de produit, ça peut être une innovation de service, une innovation de process. C'est toute la partie promotion de l'offre et communication, c'est-à-dire qu'on est sur la partie vraiment, pour le coup, site internet, réseaux sociaux, emailing, donc toute la partie communication numérique et le lien avec la communication classique qu'on pouvait faire. Donc, du coup, aussi, et y compris dans des modèles B2B, la réflexion sur le parcours et l'expérience du client pour voir comment il réagit, quelles sont ses attentes, quel est l'endroit où on le perd, quelles sont les étapes clés de mon parcours de vente et qu'est-ce qu'il attend aussi comme expérience client. La voix du client, qui est vraiment dans la logique de le retour, la satisfaction, la gestion des avis, et ainsi de suite. Donc, tout ce qui est le retour d'expérience du client, et là aussi, peut-être aussi, lui aussi, pouvoir l'impliquer dans la transformation digitale. Et enfin, bien sûr, la transformation numérique des offres. C'est là la logique de se dire, aujourd'hui, je vais complètement dématérialiser un service pour me simplifier la vie et répondre à mes clients. Alors aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on voit par exemple de plus en plus dans le monde industriel, où on met en place des extranets d'achat pour simplifier notamment la vente de pièces détachées ou de petites pièces et faire en sorte que les commerciaux soient plutôt orientés, eux, dans des logiques de vente d'installation. Là, du coup, on transforme tout un process et on accompagne le client aussi là-dessus. Parce qu'on l'a oublié, j'ai oublié de vous le dire, mais autant aussi on accompagne la transformation digitale de nos collaborateurs, mais aussi là-dedans, il va falloir accompagner le client dans les nouveaux services proposés.
Deux, les processus internes. Là, c'est effectivement la logique d'optimiser ses outils, ses process et sa production grâce au digital. Donc là, on va retrouver la logique d'outils métiers et de logiciels. On va retrouver la logique de dématérialisation, qui est quelque chose dont on parle beaucoup, mais souvent qui est quelque chose qui est un peu tarte à la crème ou qui n'est pas toujours très, très bien exploité. Donc là, c'est toute la démarche de se dire aujourd'hui, quels sont les flux que je peux réellement dématérialiser pour gagner du temps. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui se posent des questions sur la dématérialisation du courrier entrant, par exemple. L'automatisation, j'en parlais tout à l'heure, hein, c'est vraiment cette logique de dire aujourd'hui, je mets en place des applicatifs, des process pour faire en sorte qu'un maximum de mes salariés soient actifs sur des tâches à valeur ajoutée plutôt que sur des petits process qui ne servent pas automatiquement à grand-chose et sur lesquels la machine peut les remplacer. Le point le plus important, la logique du système d'information, c'est-à-dire mon système d'information, qu'est-ce qu'il contient, qui accède à quoi, et aussi l'interconnexion des outils. Parce qu'on en parlait des outils de logiciels métiers, mais c'est super d'avoir des très bons outils, mais il faut qu'ils arrivent à communiquer entre eux. Là aussi, ça fait partie de l'automatisation. C'est cette logique que les outils communiquent les uns avec les autres. C'est cette logique, par exemple, de se dire que mon photocopieur, aujourd'hui, me permet de dématérialiser un flux qui rentre, par exemple, dans une gestion électronique de documents, dans des factures, et ces factures que je puisse ensuite réutiliser à un moment donné dans le cadre de ma compta. L'idée de se dire qu'à chaque étape, ces process peuvent être utilisés par divers services. C'est aussi la mise en place d'outils collaboratifs. Donc, on était là dans cette logique que le digital est aussi là pour rapprocher vos collaborateurs et faire en sorte qu'ils travaillent mieux ensemble. Et là aussi, on l'a bien vu, nous notamment, on a mis en place des outils de workflow, donc des outils pour permettre et dématérialiser des flux et faire en sorte que les validations arrivent au bon moment, au bon endroit et qu'on sache exactement où on en est du site de la validation et c'est arrêté chez qui et c'est chez où, donc pas de perte de temps ni de documents. Les équipements et usages, parce qu'on a bien vu aujourd'hui que la logique de l'ordinateur fixe, elle commençait à être un petit peu passée parce qu'on a de plus en plus de gens qui sont sur du nomadisme, donc qui ont plutôt besoin d'ordinateurs portables et qui ont besoin de toute une stratégie pour pouvoir se connecter à distance et continuer à travailler même en dehors de l'entreprise, et tout ça dans une démarche sécurisée. Et donc la partie du nomadisme, parce que de plus en plus on se déplace en dehors de l'entreprise, et où alors aussi c'est par rapport à ce qui s'est passé par rapport au Covid, ça a été aussi une autre manière de gérer le nomadisme, parce qu'il fallait que les systèmes d'information soient prêts pour qu'on puisse se communiquer à distance. Et on voit aussi, du coup, avec l'avènement du télétravail qui met aussi en place cette logique de nomadisme. Donc aujourd'hui, effectivement, cette logique de processus interne va être vraiment tout ce qui va être lié à la diffusion de l'information et l'utilisation des outils métiers. Et donc aussi, là-dedans, l'amélioration de la production. Parce que dans les outils métiers, je mets bien sûr aussi tout ce qui est lié à la production. Le troisième pilier, bien entendu, le pilotage du digital. Comment mettre en place une transformation digitale sans la piloter, la mesurer? Ça semble compliqué. Donc là, on va y retrouver effectivement tout ce qui va être lié à la transformation numérique, à l'organisation et la structuration d'entreprise, à l'animation interne du numérique. Ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, on parlait tout à l'heure beaucoup d'acculturation et de montée en compétence des salariés. Ça veut dire aussi qu'il y a une logique d'animation interne du numérique et d'information interne sur le numérique. C'est-à-dire de veille interne et de permettre aux gens de mieux utiliser. Ça peut être tout simplement un mini atelier d'1 heure pour qu'ils utilisent Zoom ou d'un outil pour communiquer à distance. C'est toute cette logique-là, c'est cette logique d'animation et de faire en sorte que cette logique de mini-formation qui peut arriver et qui les aide à monter en compétences rapidement et de manière opérationnelle sur le digital. Donc, bien sûr, on va retrouver la logique de conduite de projet, pour le coup. Bien sûr, le pilotage de la performance,
parce que c'est super de mettre des choses en place, mais ça veut dire aussi qu'on met des indicateurs à valeur ajoutée. Et bien sûr, la transformation des business models, parce qu'on va voir que dès qu'on va mettre le pied ou le doigt dans une transformation digitale, on va être automatiquement, qu'on le veuille ou non, dans une certaine transformation de ces business models. Le point 4, pilier 4, vous en doutiez peut-être, c'est les ressources humaines. L'humain, il est au centre de la transformation digitale des entreprises. Donc, ça veut dire qu'on va retrouver là-dessus, un peu à part, mais la logique de marque employeur et de recrutement, parce qu'on va bien se rendre compte qu'on va venir chercher de nouveaux profils, des profils un peu différents, et qu'il va falloir qu'on mette en place une attractivité. Et aussi, peut-être qu'il va falloir qu'on les considère comme clients de l'entreprise et pas automatiquement comme salariés. Qu'on mette en place une gestion prévisionnelle des compétences un peu plus forte, parce qu'effectivement, on va être dans une logique de se dire il me faut des gens qui soient formés ou du moins que j'arrive à les faire monter en compétence sur de nombreux sujets. On va travailler la formation, la culturation et l'accompagnement des collaborateurs. Ça ira en complément ou avec l'animation du digital qu'on a vu dans le pilier 3. On va aussi valoriser la promotion des nouveaux modes de formation, c'est-à-dire la logique de webinaire et laisser aux gens effectivement le temps de leur donner du temps sur la mise en place de webinaires ou aussi sur l'utilisation de MOOC. Vous savez, ces nouveaux modes, ces nouveaux cours qui sont maintenant complètement dématérialisés et qu'on suit d'une semaine à l'autre. Là aussi, ça peut être intéressant de mettre ces salariés dans cette optique-là pour pouvoir les mettre dans la démarche. Et bien sûr, la logique d'accompagnement au numérique, là, on est vraiment dans quelque chose qui va encore plus loin, qui est l'accompagnement de la structure elle-même au numérique et de ses salariés pour qu'ils y voient beaucoup plus clair et qu'ils soient acteurs de cette transformation digitale. Et le dernier pilier, qui est lié à tout ce qui est données et sécurisation. Donc effectivement, les données, c'est le trésor des entreprises. Quelque part, n'oubliez pas, si on se remet dans la logique de transmission d'entreprise, à aujourd'hui, souvent, qu'est-ce qu'on vient chercher? C'est les données de l'entreprise, c'est les fichiers clients, c'est la connaissance. Donc ça, c'est très important. D'autant plus que cette année, plus que jamais, le RGPD, donc le Règlement général pour la protection des données, c'est un cadre législatif et un cadre organisationnel très important que les entreprises doivent mettre en place et qui permet du coup d'avoir une réflexion très intéressante sur le système d'information. Et notamment sur l'intérêt des données qui sont présentes dans le système d'information. D'où le point d'après, la gestion, la valorisation et l'exploitation des données. Aujourd'hui, on collecte beaucoup trop de données et on a énormément de données dans le système d'information qu'on n'exploite pas. Le RGPD nous donne des lignes directrices pour nous donner un cadre dans lequel, déjà, les données elles ont une durée de vie. On ne doit pas les garder à vitam aeternam. Et aussi, on ne doit collecter que ce dont on a besoin. Et donc, on se rend compte que si on commence à réfléchir dans cette logique du RGPD, on va avoir un système d'information qui sera épuré de pas mal d'informations dont on ne se sert plus, et surtout avec des informations qui seront toujours à jour. Et aussi centralisées, parce qu'effectivement, ce qu'il faut absolument éviter, c'est les fichiers qui sont éparses au sein des services et qui font qu'on a plusieurs fois la même information et pas toujours de la bonne manière. Et on va essayer plutôt d'être dans une logique de mutualisation de l'information pour essayer d'avoir un maximum d'informations à valeur ajoutée. Et seulement des informations dont on a besoin et que l'on doit avoir dans le cadre de l'exécution de nos contrats. La logique de sécurité, ça veut dire effectivement augmenter la sécurité de l'entreprise, que ce soit la sécurité de manière physique ou numérique. On le voit bien, notamment pendant le Covid, il y a une recrudescence de cybermalveillance. Donc, ça veut dire que l'entreprise, elle est en danger, il y a un danger sur elle, et il faut surtout que vous ayez bien en tête que ce n'est pas les multinationales qu'on va automatiquement toujours avoir envie de pirater. Parce qu'on va se retrouver avec plusieurs types de criminels. On va avoir des criminels qui plutôt, eux, disent « moi, je ne veux pas les faire les gros, je veux faire que les tout petits », et d'autres qui sont dans des logiques de dire « moi, je veux faire de la masse ».
Donc, ça veut dire qu'effectivement, nos entreprises, nos TPE, nos PME, elles sont en danger. Il faut qu'elles en aient conscience et il faut surtout qu'elles se protègent. Et notamment, c'est un des points du RGPD qui accentue l'obligation de sécurité des entreprises. Et par rapport à ça, on va retrouver bien entendu la sensibilisation des salariés. Parce que les experts en sécurité vous le diront toujours, le vrai problème de sécurité se situe entre la chaise et l'ordinateur. Mais oui, parce que ça veut dire que vous pouvez avoir le meilleur système de sécurité du monde si vos salariés ne sont pas sensibilisés à la logique de sécurité de RGPD. Et B, ils feront des erreurs, ils auront du mal à se dire, ben, tiens, ce message que je reçois, c'est du phishing, je ne l'ouvre pas, et ainsi de suite. Donc, il y a un vrai besoin de monter en compétence des salariés pour augmenter la sécurité au sein de l'entreprise. Voilà pour ces 5 piliers. Maintenant qu'on a vu pourquoi la transformation digitale et les étapes clés, les 5 piliers, on va parler un peu du pilotage de son entreprise. Et donc, on va parler du premier point qui est effectivement la feuille de route. La feuille de route numérique, c'est le document de référence qui pose noir sur blanc les ambitions et la stratégie numérique de l'entreprise pour les années à venir. Je dis bien les années à venir. Vous ne dites pas qu'une transformation digitale elle va se faire en 3 mois. Ce n'est pas vrai. On est parti sur un process long, un process qui prend du temps. Et aujourd'hui, on va se donner des objectifs à long terme. Moi, j'aime bien me dire qu'on se donne des objectifs à 3 ans. Ça vous permet effectivement d'être dans des délais qui sont raisonnables et qui vous permettent de ne pas bâcler les étapes. Mais c'est quelque chose qu'il faudra automatiquement mettre en place. Ça sera la Bible. C'est comme un plan pluriannuel qu'on peut mettre en place. Là, on y rajoutera cette logique numérique. Et bien sûr, il faudra formaliser des objectifs pour chaque initiative numérique. Parce qu'à ce jour, si on revient sur la logique des outils qu'on va mettre en œuvre, il va falloir se dire, mon CRM, je veux qu'il fasse ça, 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 je veux qu'il m'y prenne. On s'y prenne comme ça, comme ça, comme ça. Ça veut dire qu'on aura ensuite des mini-feuilles de route par objectif, mais avec une feuille de route principale qui, elle, gérera la stratégie de digitalisation de l'entreprise. Donc, on y vient. Aujourd'hui, si on veut assurer la réussite d'une démarche digitale au sein de l'entreprise, il faut un référent de la transformation digitale. Ce référent, c'est le couteau suisse. Il fait le lien entre les collaborateurs, les clients, la direction, l'encadrement, les prestataires, les partenaires et les services informatiques. Parce que, comme vous l'avez bien compris, il ne faut surtout pas que ce soit quelqu'un qui soit issu du service informatique. On ne peut pas être jugé parti. Et ce sera le garant de la feuille de route de la numérique de l'entreprise. Ça veut dire qu'effectivement, on aura quelqu'un qui sera le chef de projet et qui va coordonner tout ça. À partir de là, effectivement, cette personne pourrait être assistée par un prestataire ou, comme le disait Romain Olivier, ça peut être aussi une compétence partagée. Avec le bémol sur les compétences partagées, c'est qu'il va falloir déjà qu'il y ait une grosse immersion dans l'entreprise pour bien comprendre les enjeux. Mais des fois, c'est très bien aussi que ce soit une autre personne parce que les messages passent mieux par quelqu'un qui n'a pas de passif dans l'entreprise que quelqu'un qui est déjà depuis longtemps. Mais aujourd'hui, si vous ne nommez pas un référent, quelqu'un qui est un peu le garant, le gardien de cette transformation digitale, ça ne passera pas parce que vous, chef d'entreprise, vous ne pouvez pas être au four au moulin. Il faudra vous reposer sur quelqu'un. Un peu comme dans un système qualité où on va mettre en place un responsable assurance qualité. Là, ce sera pareil, vous aurez un référencement de la transformation digitale. Et donc aussi, il faudra mettre des objectifs et des indicateurs. Mais on voit bien, les objectifs et les indicateurs, ils ne seront pas automatiquement des objectifs très numériques. On va être sur des objectifs sur la compétitivité, la croissance, l'innovation, la rentabilité, qui sont des objectifs que n'importe quelle entreprise a. On va peut-être en rajouter sur la notion d'adaptabilité, d'adaptabilité et d'agilité, pour montrer effectivement que c'est un des indicateurs intéressants de la transformation, pour se dire qu'aujourd'hui, on a réussi à diminuer notre parcours décisionnaire et qu'on arrive à être beaucoup plus réactif. Et ensuite, effectivement, un indicateur autour des collaborateurs, autour de l'acculturation, de la montée en compétences, ce qui me semble très, très important. Et donc, avec cette idée de mettre en place des objectifs dits SMART.
Alors, c'est un acronyme SMART qui veut dire des objectifs spécifiques, donc qui sont adaptés à votre structure, mesurables, parce qu'on peut arriver sur des objectifs qui sont très intéressants, mais qui aujourd'hui sur lesquels on n'a aucun moyen de pouvoir mesurer quoi que ce soit hormis du ressenti. Atteignable, on revient dans cette logique de se dire qu'aujourd'hui, on ne va pas viser la Lune. Réalisable et temporellement défini. Vous voyez, on revient aussi sur cette logique de temps. C'est de se dire que les objectifs SMART, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir mettre des objectifs par cycle. Ça veut dire qu'on va pouvoir mettre des objectifs liés au déploiement et comment il va se passer. Et ensuite, une fois qu'on aura fini cette phase de déploiement, se remettre d'autres objectifs qui vont être plutôt tournés autour de l'utilisateur. Mais aujourd'hui, ça me semble obligatoire. Donc après, je lirai ce que vous me dites, parce que là, il y a eu un gros pavé. Et du coup, ce dont je vous disais tout à l'heure, comme dans un système qualité, qui va être cette logique de mettre en place une boucle d'amélioration continue. Donc la logique, c'est quelque chose qui vient vraiment de la démarche qualité, c'est se dire qu'aujourd'hui, on veut tendre un maximum vers la perfection et qu'on essaye à chaque fois d'ajuster ses objectifs. Donc, en gros, la définition qui est écrite est bien meilleure que celle que je vais vous donner. C'est l'amélioration continue est une démarche opérationnelle visant à réduire progressivement les dysfonctionnements des processus d'une entreprise, l'insatisfaction de sa clientèle ou encore les risques. Cette démarche, elle est primordiale pour le pilotage de la transformation digitale parce que c'est quelque chose qu'on va mettre en place à toutes les étapes clés et de ce fait, on va pouvoir reboucler beaucoup plus facilement à chaque fois. Vous voyez effectivement, le maître mot, c'est planifier, réaliser, vérifier, agir. Et ainsi de suite. Maintenant, rentrons dans l'avant-dernière partie, qui est les erreurs à ne pas commettre. La fameuse peau de banane. Parce que le problème, des fois, c'est on se dit, ouais, ben, la peau de banane, ça se voit. Ben, pas toujours. Alors, là-dessus, c'est simple. La première grosse erreur, ça serait faire table rase de l'existant. C'est se dire que tout ce que vous avez fait avant, c'est pourri, qu'on ne va pas le garder et qu'on va mettre quelque chose de tout neuf à la place. Je ne dis pas que dans certains cas, ça ne sera pas vrai. Mais souvent, on a une très bonne base. Il suffit juste de venir ajouter des éléments et d'optimiser ce qui est déjà mis en place. La grosse erreur aussi, c'est confier sa transformation digitale au service informatique. Alors, je n'ai rien contre le service informatique, j'en viens même, mais aujourd'hui, le service informatique, lui, il a une vision très souvent très système, très process, très logiciel. Et des fois, la logique de marketing, de communication, de clients, ça les passe un petit peu à côté. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il vous faut vraiment quelqu'un qui fasse le lien entre les deux mondes, entre les collaborateurs et le service informatique, et qui sache parler et qui ait bien le langage de ces deux mondes-là. Bien sûr, ne pas impliquer suffisamment la direction, l'encadrement et les RH. Si aucun de ces trois n'est impliqué ou n'est suffisamment impliqué, ben, votre transformation digitale va prendre du plomb dans l'aile. Lancer une solution gadget, ça veut dire en gros se dire ça y est, j'ai trouvé la solution, l'outil qui sait tout faire, qui va tout faire et qui va nous régler la problématique. Ben, si on part du principe que la transformation digitale, c'est un outil, eh bien, automatiquement, ça ne marchera pas. On va être dans cette logique de se dire, voilà, c'est quelque chose qui va effectivement être une tarte à la crème et sur lequel on va baser tous ces espoirs de transformation sur un outil. Et aujourd'hui, ce n'est pas possible. On l'a bien vu, la transformation digitale, ça va au-delà d'un outil. Être trop ambitieux, oui.
Je pense qu'aujourd'hui, il faut savoir se donner le temps et savoir y aller étape par étape. Se dire qu'on va tout révolutionner en un an, honnêtement, c'est pas très, très sérieux. Se dire aujourd'hui que on va devenir comme une multinationale en bout de 2 ans, c'est pas sérieux non plus. Aujourd'hui, je pense qu'il faut mettre des objectifs réalistes. Je reviens sur les objectifs SMART, y aller au fur et à mesure. Et si jamais ça se passe bien, notre feuille de route, on peut l'amender et aller beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. Vouloir réinventer la roue. Oui, ça c'est le phénomène de se dire qu'on veut tellement rentrer dans l'innovation qu'on va réinventer les choses qui existent déjà. À aujourd'hui, je pense qu'il faut savoir être humble, récupérer les bonnes pratiques là où elles sont, savoir s'inspirer des autres et faire des choses qui ont du sens. Et surtout, essayer de gagner du temps en utilisant des choses qui fonctionnent bien chez les autres. Vouloir tout faire en même temps. C'est la logique de vouloir aller trop vite. L'idée, c'est se donner du temps, bien passer étape par étape pour être bien sûr d'avoir tout bien validé. Le fameux conserver les bonnes vieilles habitudes. Et oui, il y a des habitudes qui vont être très difficiles à bouger. Mais c'est là où l'accompagnement va être important, l'accompagnement des salariés pour faire bouger les lignes et leur dire oui, c'était bien, maintenant c'est comme ça. Et tu vas voir, ça va être mieux, tu as gagné du temps. Négliger la formation. On a bien vu que la formation, ça va être très, très compliqué si on ne forme pas ses collaborateurs. L'idée, c'est pas en faire des champions du digital ou du numérique. C'est plutôt une logique de se dire, aujourd'hui, je veux qu'ils aient le vernis, je veux qu'ils sachent utiliser le mieux possible les technologies pour être le plus efficace dans leur quotidien. Bien sûr, oublier d'impliquer ses collaborateurs. Je vous l'ai déjà dit en préambule, on peut avoir le meilleur outil, vouloir développer le meilleur outil, le plus adapté à l'entreprise. Si vos collaborateurs n'y adhèrent pas, automatiquement, ça sera un raté. Comme du métrique, c'est mettre trop l'accent sur la technique. La technique, c'est un outil au service de votre transformation digitale. Ça veut dire qu'avant tout, il y a de la stratégie d'entreprise, il y a de la communication, il y a de la gestion des ressources humaines, et la technique, elle vient appuyer tout ça. N'oubliez pas que le numérique dans l'entreprise, dans le cadre d'une transformation digitale, c'est le support. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga. Et bien sûr, aussi surfer sur les technologies à la mode. Moi, je suis toujours très dubitatif sur certaines solutions qui sont à la mode parce qu'on n'a pas de recul dessus et y aller tête baissée, des fois, on peut se prendre un mur parce qu'il y a plein de technologies qui ont été utilisées dans plein de cas où elles se sont retrouvées très vite dépassées ou elles n'ont pas répondu aux attentes qui étaient celles de l'entreprise. Donc, faut être très vigilant et pas trop être en phase avec les effets de mode, mais plutôt avoir une très très bonne veille là-dessus. Du coup, pour clore ce webinaire, je vais vous faire une petite présentation de l'outil DigiPilote. Alors, DigiPilote, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, on l'a bien vu, un des constats de la transformation digitale, c'est que les entreprises n'ont pas réellement commencé leur transformation. Elles ont souvent intégré le digital en mode projet sur certaines fonctions, c'est le site Internet d'un côté, ainsi de suite, le CRM de l'autre, mais elles n'en ont pas fait le support de fonctionnement de l'entreprise. La raison principale, c'est qu'elles n'ont souvent pas une vision 360 de la transformation et un plan structuré à suivre. Donc, c'est là que rentre en compte la notion de diagnostic numérique. Cette idée de se dire aujourd'hui, faire une photographie à un instant T de la transformation digitale de l'entreprise. C'est dire, là, aujourd'hui, où est-ce que j'en suis? Et du coup, à partir de là, de se dire, de bénéficier d'une vision extérieure, de faire ce diagnostic et d'avoir quelqu'un qui va commencer à vous donner quelques préconisations qui pourront vous aider à la réalisation de votre fameuse feuille de route et de commencer à y voir plus clair. Donc, entre guillemets, c'est un diagnostic qui peut vous permettre d'être la base
de votre transformation digitale à venir. Et de commencer à y voir plus clair et de commencer à voir quels sont vos points forts et vos points faibles. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, le réseau des chambres de commerce et d'industrie ont mis en place cet outil qui s'appelle DigiPilote, qui est un outil qui permet effectivement de faire cette fameuse photographie à un instant T de la transformation digitale de l'entreprise. Il a été calibré pour répondre autant à des problématiques de commerçants que des entreprises structurées, des TPE, PME. L'idée, c'est effectivement, on va se retrouver avec un entretien, un travail sur la plateforme, une restitution, un diagnostic et un plan d'action. C'est quelque chose qu'on peut faire à distance ou en présentiel. L'idée, effectivement, c'est d'avoir un premier outil d'accompagnement là-dessus. C'est quelque chose qui coûte en moyenne 550 €, mais il y a à ce jour, grâce au plan de relance commerce ou à d'autres actions régionales, on peut avoir certaines prises en charge. Et effectivement, ce diagnostic s'articule autour des 5 grands thèmes que je vous ai présentés. La transformation de l'offre, les processus internes, le pilotage du digital, les ressources humaines et la data. Donc, ça nous permet vraiment d'avoir cette vision 360 des choses. Aujourd'hui, c'est un outil qu'on utilise énormément parce qu'il y a un vrai besoin dans les entreprises de faire cet état des lieux et de commencer à voir les choses de plus près. Donc là, effectivement, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter et on pourra discuter de votre projet avec le plus grand plaisir. Avez-vous des questions ? Alors, je vais commencer un peu à regarder ce qu'il y avait dans le webinaire, effectivement. Oui, donc, Claire, effectivement, on peut se faire accompagner. Bien sûr qu'il faut se faire accompagner. Ça va être difficile aujourd'hui pour une entreprise toute seule de partir de zéro. Il va falloir qu'il y ait un accompagnement. Il va falloir aussi s'habituer à certains termes, à certaines terminologies et à certaines choses. Tout seul, ça reste difficile. Et comme j'ai dit, effectivement, DigiPilote, ça peut être déjà un bon point pour commencer à faire son état des lieux. Pour aller dans le sens de ce qui est écrit aussi, effectivement, vous avez vu que j'utilise beaucoup d'anglicismes, certes, mais aujourd'hui, le numérique, le digital, il est aussi basé autour de ça. Et je sais que pour tous les amoureux de la langue française, ça fait du mal, mais il faut s'y habituer et il faut se dire que faut le prendre comme c'est. Tac. Donc, Fanny Barrier, avoir des sites gratuits, ça peut le faire. Dans quel cadre vous dites ça, Fanny, par rapport aux aides ou ainsi de suite? Parce qu'à aujourd'hui, on va être honnête, du site gratuit, c'est du site qui est souvent limité par rapport à se faire connaître, d'accord. Oui, alors, le site gratuit, on va être clair, il y a plein de plateformes pour faire des sites gratuits aujourd'hui. Souvent, c'est assez limité dans les résultats qu'on va pouvoir attendre. Alors aujourd'hui, avant de se poser la question du site, il va se poser la question de ce site, pourquoi faire? Qu'est-ce qui doit me ramener le site? Et dans mon processus, qu'est-ce qu'il est censé me rapporter et qu'est-ce qu'il est censé m'amener? Est-ce qu'il est censé vendre? Est-ce qu'il est censé me faire connaître? Est-ce qu'il est censé me générer des leads? Le site, c'est un outil. Donc, il faut toujours rattacher de la stratégie avec. Mais après, on va pouvoir faire beaucoup de choses. Mais effectivement, ça semble aujourd'hui évident que chaque entreprise doit être dotée d'un site Internet performant. Alors, c'est une carte de visite, le site, mais des fois plus. C'est aussi une manière de segmenter, c'est aussi une manière de montrer son savoir-faire. C'est montrer son savoir-faire et le faire savoir. Parce que très souvent, moi, c'est un constat que je fais dans les entreprises, il y a des savoir-faire énormes, mais ils ne sont pas connus du grand public, parce que les gens ne communiquent pas assez. Ou ils se disent, mais les gens, ils savent. Non, les gens, ils ne savent pas.
faut partir du principe dans la communication que les gens ne savent pas. Ou ils croient savoir, ce qui est encore pire. Parce que je sais, par exemple, une chose qui est arrivée à nombreux d'entre vous, y compris à nous, à la CCI, quand il y a un de vos clients qui vous dit « Ah, mais je ne vous avais pas consulté parce que je ne savais pas que vous le faisiez. » Et là, ça vous fait râler. Parce qu'effectivement, vous dites « Mince, j'ai loupé ça. Les gens ne savaient pas que je faisais telle prestation. Et donc, j'ai loupé un client facile parce que je n'avais pas fait en sorte, je n'avais pas travaillé les gens, c'est mes clients déjà existants. » N'oubliez pas que cette transformation digitale n'est pas là pour se faire plaisir, elle est là pour répondre à des objectifs. Et de permettre d'avoir une meilleure relation client, de mieux faire connaître son savoir-faire, de réussir sa fidélisation client, parce qu'on parle toujours d'acquisition, mais on oublie souvent que la fidélisation, c'est un levier très très important et qui ne coûte pas cher. On a plein de fichiers clients qui sont souvent peu ou pas réactivés et sur lesquels on a beaucoup de choses à proposer à nos clients. Alors, Fanny, pour revenir là-dessus, oui, parce que vous dites oui, il y a plein de choses, mais là encore une fois, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit Google Maps, que ce soit site Internet, ça va dépendre de votre stratégie, ça dépend de ce que vous vendez, ça dépend de ce que vous voulez faire. Donc, il faut vraiment le remettre dans un contexte. Parce que si on prend les réseaux sociaux, en fonction de vos activités, vous allez utiliser certains réseaux sociaux plutôt que d'autres. Donc, c'est pour ça qu'il y a des vraies questions en amont à se poser sur ces parties-là. Et là aussi, on peut aussi rajouter une logique d'emailing ou d'utilisation de SMS ou d'utilisation de certains systèmes de publicité payante. Avez-vous des questions où j'ai été super complet? Alors, par rapport au CRM, je vais être très embêté et je vais vous répondre une belle réponse de Normand parce que c'est un vrai constat qu'on fait aujourd'hui. Le CRM dépend vraiment de plus en plus de l'entreprise. Ça veut dire qu'il va falloir voir quels sont vos modes de fonctionnement, comment vous travaillez en interne pour déterminer le CRM. Parce que les CRM, maintenant, vous en avez une palanquée. Et aujourd'hui, il y en a plein qui proposent plein de solutions autour de la communication sur les réseaux sociaux et la gestion client. Je pense notamment à Zoom ou autre. Mais de plus en plus, il va falloir se poser la question de qu'est-ce que vous attendez du CRM. Et en fonction de ça, vous allez trouver des outils qui sont très, très intéressants. Je vous donne juste le nom de quelqu'un que je fais des fois intervenir et qui a une approche très, très intéressante, qui est Thierry Arène de CRM Catalyst, qui lui met en place effectivement des benchmarks de CRM et sur lesquels il vous dit aujourd'hui le CRM il doit répondre aux besoins de l'entreprise et pas l'inverse. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, tac. Thierry Arène. Monsieur Thierry Arène, CRM Catalyst. Mais je vais vous l'écrire. J'en profite du coup, je vous mets un lien vers le questionnaire satisfaction, pour que vous puissiez me laisser vos impressions et surtout que vous me donniez votre accord RGPD pour que je puisse vous envoyer la présentation de ce jour. Alors, tac, je vous envoie aussi le nom de mon copain Thierry Arène, parce qu'il a une approche très intéressante qui est en fait multi-CRM. Il n'est pas sur cette logique de se dire qu'aujourd'hui, je viens vous fourguer mon CRM, non plutôt cette logique de se dire aujourd'hui quel CRM correspond le plus à vos attentes. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions ou d'autres interrogations, je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire et je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci à tous.